Le millionnaire a fait semblant de partir en voyage, mais il a découvert ce que la femme de ménage faisait avec ses enfants. L'aube respirait encore le froid lorsque Don Roberto gara sa Mercedes devant la demeure et éteignit les phares sans bruit. Il avait laissé courir la rumeur de son prétendu vol pour Zurich pour un sommet financier, mais en réalité, il avait passé la nuit dans un hôtel proche, fixant le plafond et se rappelant le rire de sa femme défunte. La porte automatique s'ouvrit avec un murmure métallique et la maison l'accueillit par un silence qui lui avait toujours semblé synonyme de sécurité et qui maintenant sonnait comme de la solitude. Depuis la mort de Laura, la demeure était devenue un temple du silence. Roberto croyait que l'ordre était la seule façon de protéger les jumeaux Nico et Santi de la douleur du monde. Il avait engagé et renvoyé plusieurs nounous avec la même rapidité qu'il clôturait des contrats d'affaires. La dernière arrivée était Elena, une jeune femme qui travaillait comme femme de ménage le matin et avait accepté de s'occuper des enfants l'après-midi pour compléter son salaire. Doña Gertrudis, la gouvernante, la regardait avec mépris depuis le premier jour, murmurant qu'une personne sans classe ne devait pas toucher les héritiers de la famille. Roberto poussa la porte principale et s'arrêta pour écouter. Il s'attendait à des pleurs, des disputes ou la télévision à plein volume. Mais ce qu'il entendit le paralysa. Des rires profonds, contagieux, presque sauvages. C'étaient ses enfants. Des rires qui n'avaient pas résonné dans cette maison depuis plus d'1 an. Il avança dans le couloir, en sentant que chaque pas pesait comme du plomb, et que son cœur battait dans un mélange de curiosité et de peur. En jetant un œil dans le salon, il vit une scène qui le désarma. Elena était assise par terre, pieds nus, entourée de coussins colorés. Elle portait un tablier simple et des gants en caoutchouc jaune aux mains. Nico et Santi grimpèrent sur ses jambes pendant qu'elle simulait être un pont humain, se balançant doucement, comme si elle respirait avec eux. Santi, le plus fragile, se tenait debout avec effort, appuyant ses petites mains sur les épaules de la femme de ménage. Nico riait et agitait les bras comme s'il dominait le monde. La lumière de l'aube baignait la pièce, illuminant la poussière suspendue dans l'air comme de petites étoiles. Pour n'importe quel observateur, c'était de la pure tendresse. Pour Roberto, habitué au luxe rigide, c'était du chaos. Il vit du danger, un manque de respect, des microbes sur les gants, et sentit que son autorité s'effondrait comme un mur mal construit. Un murmure s'échappa de ses lèvres. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Sa voix brisa la bulle de joie. Elena sursauta. Son corps se tendit et les enfants, sensibles au changement, cessèrent instantanément de rire. Santi perdit l'équilibre et s'inclina vers le sol en bois brillant. Roberto fit un pas désespéré, mais Elena fut plus rapide. Elle lâcha les chevilles des petits et attrapa Santi en l'air tout en serrant Nico contre elle avec l'autre bras. Dans un mouvement fluide, elle les protégea contre sa poitrine comme une mère protégeant ses petits. Les jumeaux éclatèrent en sanglots, un cri aigu qui traversa les murs de la maison. Roberto traversa le salon et arracha Nico des bras d'Elena avec brusquerie. « Lâchez mes enfants tout de suite », ordonna-t-il d'une voix chargée de colère. Santi rampait vers elle, s'accrochant désespérément à sa jambe. Roberto le souleva maladroitement, mais l'enfant se débattit et pleura, cherchant à nouveau l'étreinte de la femme de ménage. Elena, toujours au sol, tremblait. « Monsieur, nous faisions des exercices pour aider Santi », expliqua-t-elle d'une voix brisée. Roberto eut un rire amer. « Des exercices ? Vous étiez vautré comme un vieux meuble avec des gants pour nettoyer les toilettes. » Elle répondit que les gants étaient neufs, et seulement pour jouer, car la couleur aidait les enfants à focaliser leur vue et à se sentir en sécurité. Gertrudis apparut à la porte avec son expression sévère et froide. Elle murmura à l'oreille de Roberto que les enfants ne pleurèrent pas quand ils partaient et que cela était suspect. Elle sema le doute avec des paroles venimeuses, insinuant qu'Elena pouvait les manipuler ou même les droguer en secret. Roberto, aveuglé par la jalousie et la douleur, ordonna à Elena d'aller dans sa chambre et de préparer ses affaires immédiatement. Dans la chambre de service, Elena pliait ses vêtements tout en entendant les jumeaux pleurer sans consolation. Sa valise en toile était ouverte sur le lit étroit et grinçant. Elle pensait à sa mère malade et à comment elle perdrait son emploi si on la renvoyait. Chaque cri de Nico et Santi lui transperçait la poitrine comme un couteau brûlant. Roberto fit irruption dans la pièce sans frapper.
Il arracha un dessin de Nico collé au mur et le jeta par terre avec mépris. Il lança une liasse de billets sur le lit comme indemnité et lui interdit de s'approcher à nouveau des enfants. Elena défendit sa dignité et lui dit que ses enfants avaient faim d'affection, pas de luxe. Il cria et l'expulsa de la maison avec des mots durs. Quand Elena marchait vers la sortie de service, Santi eut une crise de pleurs qui l'empêcha presque de respirer. Roberto, désespéré, la rappela. Il lui tendit l'enfant et en sentant son odeur et son contact, Santi se calma instantanément. Roberto resta stupéfait et confus. Il lui demanda de prouver ce qu'elle disait sur les exercices. Dans le salon, Elena plaça Santi debout face à elle. Peu à peu, elle s'éloigna et l'encouragea à marcher. L'enfant fit des pas maladroits mais décidés jusqu'à tomber dans ses bras. Nico applaudit, excité. Roberto sentit que son monde se fissurait. Aucun médecin n'avait réussi cela. Gertrudis intervint en semant une nouvelle accusation. La broche en diamant de Laura avait disparu du coffre-fort. Elle désigna Elena comme la seule suspecte. Roberto, troublé, permit de fouiller la valise. À l'intérieur apparut la broche, soi-disant cachée parmi les vêtements. Elena resta paralysée de terreur, niant l'avoir mise là. Cependant, Roberto avait récemment installé des caméras de sécurité. Il monta dans son bureau et visionna les enregistrements. Il vit Gertrudis sortir la broche du coffre-fort et la cacher dans la valise d'Elena. La trahison fut enregistrée avec clarté. Il descendit calmement dans le vestibule et laissa Gertrudis répéter son accusation théâtrale. Puis il montra la vidéo sur son téléphone. Le masque de la gouvernante s'effondra. Roberto la renvoya immédiatement et l'expulsa de la maison, menaçant de remettre les preuves à la police. Elena se réfugia avec les enfants dans sa chambre, craignant l'arrivée des autorités. Roberto frappa à la porte et lui expliqua que Gertrudis était partie et qu'il avait la preuve de son innocence. Il lui montra d'autres vidéos où l'on voyait l'affection et les progrès des jumeaux avec elle. Cette nuit-là, Roberto s'assit par terre près de Nico pour la première fois. L'enfant le serra dans ses bras. Roberto pleura, reconnaissant qu'il avait été absent même en étant présent. Il demanda à Elena de rester, non comme employée, mais comme membre de la famille, et comme sa professeure pour apprendre à jouer et à aimer. Elena accepta à une condition, que le lendemain Roberto utilise des chaussettes marionnettes pour jouer avec les enfants. Il rit et accepta. La maison commença à changer. Le lendemain à l'aube, Roberto descendit à la cuisine vêtu de vêtements confortables. Il prit le petit déjeuner avec les jumeaux et passa la matinée à apprendre à s'occuper d'eux, à changer les couches et à rire. Il appela l'hôpital pour accélérer l'opération de la hanche de la mère d'Elena et en assuma les frais. Quand une patrouille arriva suite à une fausse dénonciation de Gertrudis, Roberto remit la vidéo et clôtura définitivement l'affaire. Il ne permit plus jamais que l'ombre de la vieille femme plane sur sa maison. Des mois plus tard, la demeure n'était plus un temple du silence. Roberto jouait allongé sur le tapis avec des chaussettes marionnettes pendant que Nico et Santi couraient, sûrs et heureux. Santi, l'enfant qui ne marcherait jamais, menait maintenant les courses. Elena observait avec gratitude depuis la cuisine, déjà plus une employée invisible, mais une partie essentielle de cette nouvelle famille. Roberto comprit que sa vraie richesse ne se trouvait pas dans le coffre-fort, mais dans le rire de ses enfants et dans la femme humble qui lui avait appris à revivre. Et ainsi, la maison de marbre froid devint un foyer chaleureux, où l'amour, le sol partagé et les éclats de rire valèrent plus que n'importe quel diamant. Lorsque l'aube se leva le deuxième jour après le renvoi de Gertrudis, la demeure respirait différemment. Roberto descendit les escaliers sans cravate, avec 2 chaussettes colorées dans la poche. Dans la cuisine, Elena mélangeait de l'avoine avec de la banane tout en fredonnant une vieille chanson. Nico tapait sa cuillère contre le plateau et Santi essayait de se mettre debout en s'appuyant sur la chaise. En voyant son père, Nico s'arrêta, mais Roberto sourit et fit un clin d'œil. L'enfant répondit par un rire timide et la glace invisible de mois entiers commença à fondre. Elena se retourna, surprise par les vêtements décontractés du patron, mais ne fit aucun commentaire. Elle servit la bouillie et Roberto demanda la même portion que les jumeaux. Il goûta, fit une grimace exagérée et les enfants éclatèrent de rire. Pour la première fois, la cuisine sonna comme un lieu vivant, pas comme une station clinique. En milieu de matinée, Roberto accompagna Elena au salon. Elle s'assit par terre et lui hésita,
regardant son pantalon impeccable. Puis il respira profondément, plia les genoux et se laissa tomber à côté d'elle. Le frottement du tapis contre son costume lui parut étrange, mais libérateur. Elena plaça 2 chaussettes dans ses mains, dessinant des yeux au marqueur. Roberto hésita, regarda les jumeaux et commença à les bouger comme des marionnettes. La réaction fut immédiate. Nico se roula de rire et Santi fit 2 pas maladroits vers lui. Le cœur de Roberto battit dans un mélange de fierté et de peur. Il vit dans ce geste la preuve que le jeu était une médecine. Plus tard, la sonnette retentit. Un officier arriva avec une plainte déposée par Gertrudis. Roberto sortit sur le perron, remit la vidéo de sécurité et expliqua calmement la manipulation. L'agent hocha la tête, promit d'enquêter et partit. À l'intérieur, Elena respira soulagée, serrant Santi dans ses bras. Roberto revint avec une enveloppe blanche. Il la posa sur la table et demanda qu'elle l'ouvre. C'était un nouveau contrat avec un salaire triplé et une couverture médicale pour sa mère. Elena lut, trembla et fondit en larmes. Roberto lui raconta qu'il avait déjà contacté l'hôpital pour avancer l'opération. Elle prit sa main, reconnaissante, et il répondit en se présentant simplement comme Roberto. Cette nuit-là, quand les enfants dormirent, ils s'assirent ensemble pour planifier de nouvelles routines. Ils convinrent d'un équilibre entre jeu libre et moment d'ordre. Roberto demanda d'apprendre chaque détail, massage, chansons et signes de fatigue. Elena accepta avec patience, devenant sa professeure. Des jours plus tard, Santi traversa tout le couloir à pied, tenant une petite voiture. Nico apprit à dire merci et à serrer dans ses bras sans peur. La maison, autrefois froide, commença à sentir le pain, le thé et les rires. Les grandes fenêtres laissèrent entrer la lumière sans solennité. Gertrudis ne revint jamais, et son absence permit à tous de respirer. Un après-midi, Roberto emmena les enfants dans le jardin. Ils marchèrent sur l'herbe, touchèrent les fleurs et sentirent la terre sous leurs pieds. Elena observa depuis la terrasse, souriant fièrement. Roberto comprit que l'enfance avait besoin de texture, pas de vitrine. Des semaines plus tard, la mère d'Elena fut opérée avec succès. Roberto lui rendit visite et apporta des fleurs, se présentant avec humilité. Elle le regarda avec gratitude, disant que sa fille était un ange. Il répondit que l'ange avait sauvé sa famille. En rentrant, la demeure brillait de chaleur. Le salon avait des coussins, des jouets et des rires constants. Un hiver enneigé couvrit le jardin. À l'intérieur, la chaleur humaine était plus forte. Roberto se jeta par terre avec des chaussettes parlantes. Il cria théâtralement et les jumeaux coururent vers lui. Santi sauta sur sa poitrine, riant sans peur. Nico l'attaqua de chatouilles, sans pitié. Elena posa son thé, s'approcha et se joignit au jeu. Ils roulèrent ensemble, mêlant rires et étreintes. De l'extérieur, la maison paraissait lumineuse, vivante. Roberto sentit qu'il était enfin revenu chez lui. Il comprit que la vraie richesse était d'entendre des pas courir vers lui. Il regarda Elena, reconnaissant, et elle répondit avec sérénité. La famille, autrefois brisée, respirait maintenant l'unité. La broche en diamant resta rangée, sans pouvoir. Le vrai trésor était par terre, partagé. Cette nuit-là, Roberto coucha les jumeaux. Il chanta maladroitement, mais avec tendresse. Santi prit sa main, confiant. Nico sourit avant de s'endormir. Elena observa depuis la porte, émue. Roberto se tourna et murmura « Merci ». Elle secoua la tête, désignant les enfants. La gratitude était mutuelle, silencieuse. En éteignant la lumière, la demeure ne craignait plus le silence. Le silence était maintenant repos. Dans le salon, les jouets attendaient de nouvelles aventures. Et dans le cœur de Roberto grandissait une certitude. Il avait appris à tomber pour se relever avec amour. Elena, de son côté, savait que sa place était là. Pas pour l'argent, mais pour les pas conquis. Dehors, la neige continuait de tomber, douce. À l'intérieur, la vie fleurissait bruyante. Et tandis que l'horloge marquait minuit, Roberto se murmura à lui-même « C'est ça, la maison ». Le lendemain matin, Roberto se réveilla avant le soleil. Il marcha pieds nus dans le couloir, écoutant les respirations tranquilles. Il ouvrit doucement la porte de la chambre des enfants. Il vit Santi endormi, serrant son ours, et Nico souriant dans ses rêves. Il se pencha, embrassa leur front et sortit sans bruit. Dans la cuisine, Elena préparait du thé et des toasts. Ils parlaient à voix basse, comme des complices. Roberto lui demanda de le guider dans les routines.
Il apprit à calmer les pleurs, changer les couches et chanter des chansons. À midi, il reçut un appel de l'hôpital. L'opération de la mère d'Elena avait réussi. Elena pleura de joie, serrant Roberto dans ses bras. Il répondit par un geste humble, sans orgueil. L'après-midi, ils emmenèrent les jumeaux au parc. Santi marcha sur l'herbe humide, ferme. Nico partagea sa balle avec un autre enfant. Roberto observa, apprenant la patience. Elena expliqua que la confiance grandit avec la présence. En rentrant, ils peignirent avec des crayons sur du papier géant au sol. La maison résonna de rires et de pas rapides. Le soir, Roberto lut des contes avec des voix exagérées. Nico demanda de répéter, et il accepta avec plaisir. Santi s'endormit en tenant son doigt. Des semaines plus tard, la demeure n'avait plus de porte fermée. Roberto enleva les serrures inutiles, laissant l'air circuler. Elena décora les murs avec des dessins d'enfants. Des amis vinrent et furent surpris par la chaleur. Personne ne parla d'argent, mais de joie. Un jour, Roberto réunit le personnel. Il dit que le respect serait mutuel, sans abus. Il nomma Elena coordinatrice des soins familiaux. Elle accepta, reconnaissante, sans arrogance. Les mois passèrent, et Santi courut pour la première fois. Nico chanta une chanson apprise avec Elena. Roberto enregistra chaque moment, plus pour la mémoire que pour la surveillance. À Noël, la maison se remplit de lumière. Elena amena sa mère, qui marchait maintenant avec une canne. Roberto la reçut avec des fleurs et de la gratitude. Ils trinquèrent au nouveau départ. Nico et Santi dansèrent devant le sapin. Roberto regarda Elena et comprit son destin. Il n'avait plus besoin de contrôle, mais de plus de cœur. Quand l'année se termina, la famille avait été unie. Roberto écrivit une lettre à ses enfants. Il promit d'être présent, de tomber par terre et de jouer. Elena lut la lettre avec des larmes heureuses. Et ainsi la demeure changea pour toujours. Elle cessa d'être un musée pour devenir un foyer. La broche resta rangée comme un souvenir, pas comme un pouvoir. Et Roberto sut que la vraie richesse battait sous son toit. Ils choisirent toujours l'amour plutôt que la peur et le silence. Toujours. Et avec le temps, Roberto cessa de mesurer la valeur en chiffres pour la mesurer en étreinte. Il apprit à s'asseoir par terre, à écouter sans juger et à célébrer chaque petit pas de ses enfants. Elena continua de le guider avec patience et tendresse, prenant soin de Nico et Santi comme s'ils étaient les siens. La demeure ne fut plus un palais silencieux, mais un foyer vivant, rempli de rires, de pas et de chansons. Roberto comprit que l'amour ne s'achète pas. Il se construit chaque jour, en roulant sur le tapis et en choisissant d'être présent. Ainsi naquit une famille véritable et unie pour toujours.